Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. La longue file d'hommes noirs qui montent les escaliers ce matin-là est venue chercher un job. Ils seront tous vigiles. Formation minimaliste, aucune expérience exigée, regard volontairement bienveillant sur les situations administratives. Devenir vigile est le moyen le plus simple de décrocher un CDI pour les Africains de Paris. Ceux qui déjà ont une expérience du métier savent ce qui les attend les prochains jours. Rester debout toute la journée dans un magasin, répéter cet ennuyeux exploit de l'ennui tous les jours jusqu'à être payé à la fin du mois. Debout payé. Woz Debout payé, prologue 2014/8. Commençons par jouer ensemble. Sur un trajet régulier que vous faites, de votre domicile à votre travail ou à votre cours de sport, comptez le nombre de policiers que vous croisez. Maintenant répliquez l'exercice en comptabilisant les agents privés de surveillance, gardiens d'immeubles, vigiles de boutiques, agents de sûreté de la SNCF. Il y a de fortes chances pour que la deuxième catégorie regroupe un effectif plus important que la première. Pour autant, il est également probable que cela ne vous ait jamais préoccupé plus que cela. Sûrement avez-vous entendu parler, avec inquiétude ou curiosité, des mercenaires russes présents en Centrafrique ou au Venezuela. Peut-être avez-vous même suivi les débats autour de la présence de gardes armés à bord des navires marchands. Il serait plus étrange en revanche que le sort des debout payés, comme les appelle l'écrivain ivoirien Goz, ait retenu votre attention. Ayant passé une partie de mon enfance en Afrique de l'Ouest, j'ai grandi avec cette présence banale. Les gardiens étant partout, leur présence ne se remarquait plus. Une fois en France, je les avais oubliés jusqu'à ce que mon université se retrouve bloquée par des manifestants. Enfermé aux côtés de camarades et professeurs, j'attendais que les quelques manifestants à faire barrage soient évacués lorsque des hommes en costume et cravate noire nous invitèrent à les suivre et nous exfiltrèrent 5 par 5, par une porte dérobée du bâtiment. Naissait alors une interrogation qui allait inspirer ces recherches. Comment la sécurité que l'on m'avait enseignée dans ces mêmes murs comme relevant du domaine réservé de l'État, pouvait-elle prendre des formes privées si hétérogènes ? Le terme sécurité est polysémique. Dans son ouvrage Le principe sécurité, Frédéric Gros distingue 4 dimensions principales: la sécurité comme état mental, sérénité, la sécurité comme situation objective caractérisée par l'absence de danger, la sécurité comme garantie par l'état des droits fondamentaux, de la conservation des biens et des personnes, de l'ordre public et de l'intégrité territoriale, et enfin, la sécurité comme contrôle des flux, Gros 2013/12-13. Dans le cadre de cette étude, le troisième foyer de sens sera privilégié, c'est-à-dire une vision de la sécurité reflétant l'ensemble des garanties étatiques mentionnées ci-dessus. J'examinerai également comment ces garanties peuvent être de plus en plus confiées au secteur privé. Dans un article intitulé Plural Policing and Democratic Governance, Ian Lauder, professeur de criminologie à Oxford, identifie un certain nombre de changements dans les rapports entre État et acteurs de la sécurité. Lauder, 2000. En parallèle des services de sécurité fournis par l'État, Policing by Government, la sécurité intérieure peut être assurée par des formes de coopérations internationales, Policing above governments. Elle peut être aussi le produit d'arrangements commerciaux entre opérateurs privés et l'État, Policing through government, résulté d'enchevêtrements de protection privée contractés par des individus ou des entreprises, Policing beyond government, ou enfin être directement prise en charge par les citoyens eux-mêmes, Policing below governments, Lauder 2000/326-328. À partir de cette typologie, 3 tendances majeures de l'évolution de la sécurité se dégagent: l'internationalisation, above, la civilianisation, below, et la privatisation, through beyond. C'est ce dernier mouvement, peut-être le plus visible au quotidien, qui sera éclairé ici. Comme l'illustre l'architecture de mon université, la privatisation de la sécurité est un phénomène global, aussi bien présent dans les pays développés que dans les pays en développement. De même, le terme sécurité privée recouvre des réalités diverses, allant de la protection de données sensibles au gardiennage, de l'analyse géopolitique à l'intervention militaire. Kraman, 2010/8. Si peu d'entreprises sont en capacité de présenter une offre sur l'ensemble de ces services,
elle sous-traite fréquemment certaines de ses missions à d'autres sociétés de sécurité privée. La surveillance humaine étant un service bas de gamme, elle reste la clé de voûte de nombreuses entreprises et constitue un investissement relativement sûr. Les premières recherches dans ce secteur se sont consacrées aux formes les plus spectaculaires de privatisation de la sécurité, illustrées notamment par les controverses autour des activités de la société état-unienne Blackwater en Irak. Ainsi, un directeur régional d'ONG établi à Dakar m'expliquait lors d'un entretien qu'il voyait peu d'intérêt à travailler sur les dynamiques de privatisation de la sécurité au Sénégal, étant donné qu'aucun conflit militaire important n'y avait cours. Il semble pourtant pertinent de décrypter les formes routinières et plus communes de ce phénomène, précisément pour mieux en saisir l'impact profondément structurel. Une analyse partagée par Rita Abrahamson et Michael Williams dans un ouvrage de 2010/2, Full Significance and Impact of Contemporary Process of Privatization Cannot Be Grasped Through a Focus on the Military Sector Alone. Si la mobilisation de forces privées dans des situations de crise peut être justifiée par l'exception de la période, que penser alors des gardiens, vigiles et autres éléments de sécurité privée agissant sous nos yeux, ordinairement, sans que personne n'y trouve à redire? En se concentrant sur la dimension la plus exceptionnelle de la sécurité privée, société militaire privée et néo-mercenariat, l'étude des formes routinières de la sécurité privée a jusqu'à présent été négligée par les chercheurs. Aujourd'hui pourtant, la privatisation de la sécurité quotidienne est un phénomène diffus, durable et sans frontières. Des sociétés de gardiennage telles que G4S sont ainsi présentes dans plus de 120 pays dans le monde, employant près de 600 000 personnes. Bernson et Stern, 2011. En Afrique de l'Ouest, ces formes de sécurité non étatiques prolifèrent, contribuant à la coproduction quotidienne de la sécurité. L'originalité de ce travail repose sur l'étude de la dimension routinière de la sécurité privée. À travers les phénomènes internationaux de privatisation et de commercialisation de la surveillance humaine, il s'agit d'interroger les pratiques sécuritaires au prisme des temps froids, du banal et de l'ordinaire. Si la question de la surveillance humaine, du gardiennage peut sembler anecdotique, elle est en réalité d'un intérêt crucial en ce qu'elle constitue la face visible de phénomènes structurels plus furtifs, comme l'accroissement des pratiques de surveillance au niveau mondial, difficiles à documenter frontalement. L'étude des acteurs et des pratiques de la surveillance humaine sera la porte d'entrée dans le monde de la sécurité privée. Avec le retournement du monde, Bertrand Bady et Marie-Claude Smoux, 1992, ont documenté l'entrée des sociétés dans le système international et ouvert l'analyse des relations internationales à l'étude d'acteurs et d'objets de recherche non étatiques. En dessinant un nouveau système international, de moins en moins statocentré, les deux auteurs ont rendu possible une approche multiscalaire de phénomènes préalablement étudiés exclusivement au travers du prisme étatique. Les trois grands principes qui régissent l'État, territorialité, souveraineté, sécurité, sont ainsi remis en question dans leurs analyses. En perdant de sa puissance, l'État souffre d'une perte de légitimité, mais également d'un affaiblissement de son monopole sur la sécurité. Précurseurs, ces travaux permettent aujourd'hui d'appréhender la sécurité comme étant le produit croisé d'acteurs nationaux, d'opérateurs transnationaux et de la société civile. L'étude de la sécurité privée a mis du temps à émerger et à devenir un sujet à part entière. À la fin des années 1990, en France, la sécurité privée est régulièrement mentionnée en tant qu'illustration d'un sujet plus vaste, la privatisation de l'État. Ainsi, Richard Banegas publie un article consacré au maintien de la paix privée et aux nouvelles formes de mercenariat et dont les résultats prolongent la réflexion amorcée par Béatrice Hibou sur la privatisation et le redéploiement de l'État en Afrique subsaharienne. Banegas, 1998. Nombre des concepts mis en exergue dans cet article se révèlent être des outils opératoires pour mon analyse. L'idée selon laquelle ces agents formeraient davantage que des armées privées des réseaux informels de combattants et de techniciens rapidement mobilisables semble pertinente. Banegas, 1998 sur 185. Mettre l'accent sur l'informalité de ces phénomènes dans le contexte africain s'avère nécessaire. De même,
considérer que le recours à ces sociétés privées ne débouche pas obligatoirement sur l'effondrement des États, mais favorise une délégation de la coercition engagée par des autorités publiques, permet de renouveler le champ d'analyse de la privatisation de la sécurité. Certains éléments centraux de la réflexion sur la privatisation de la sécurité y sont déjà présents, comme l'impact du néolibéralisme, la nature transnationale de ces phénomènes ou encore la réduction générale des effectifs militaires sur le continent africain. L'article se conclut sur une ouverture prémonitoire, la possibilité de privatiser les interventions militaires, aujourd'hui débattue aux États-Unis d'Amérique, Al Jazeera 2019. L'ouvrage de Peter Singer consacré aux sociétés militaires privées, en continuité d'un article publié en 2002 et mis à jour à la suite de l'intervention en Irak, est sans doute un des ouvrages les plus connus et cités sur ces questions, Singer 2008. Contrairement aux recherches antérieures sur ce sujet, il présente une analyse globale et comparative des phénomènes de privatisation, multipliant les cas d'étude. Il y synthétise les différentes expériences de sous-traitance sécuritaire et explique notamment que la simple rationalité économique ne suffit pas à expliquer le recours à de telles sociétés. Il invite ainsi le lecteur à s'intéresser davantage aux impératifs politiques, insistant sur le risque de perte de contrôle, non pas de l'État, mais des citoyens sur les questions militaires. En effet, les contrats passés entre le ministère de la Défense états-unien et des entreprises privées ne font pas l'objet de discussions au sein du Congrès et marquent de facto l'exclusion du pouvoir législatif de la négociation. Incontournable de la littérature sur les entreprises militaires privées, l'approche macroscopique et militaro-centrée proposée par Peter Singer se révèle d'une utilité limitée pour renseigner le contexte de la sécurité quotidienne de pays en paix en Afrique de l'Ouest. Sa démarche de repolitisation de phénomènes présentés comme des choix rationnels et économiques reste toutefois une référence à maîtriser. Didier Bigot, dans un numéro de la revue Culture et Conflits qu'il a dirigé en 2003, s'est également emparé de ces questions. Il y développe le concept d'entreprise de coercition paraprivée, appellation destinée à résumer en peu de mots à la fois les missions de ces entreprises et leur rapport ambigu aux institutions publiques, Bigot 2003. Partant du paradoxe suivant, les mercenaires à l'échelle individuelle font l'objet de réprobations quasi unanimes, ce qui n'est pas le cas des entreprises militaires privées. Christian Olson présente dans le même numéro une analyse des discours des partisans de la sécurité privée, Olson 2003/11. Il décrit les arguments managériaux et économiques habilement mis en avant par ces entreprises, un ajustement entre l'offre et la demande sur un marché de la sécurité, qui les conduit à dépolitiser les débats. L'interdiction de la sécurité privée n'est plus d'actualité alors que les moyens de réguler le secteur sont envisagés. Or, s'interroger sur la régulation semble indirectement déjà constituer un premier pas vers la légitimation, la possibilité d'interdire ces pratiques étant exclue d'emblée. La lecture de cet article, antérieure à la réalisation d'entretiens, s'est avérée salutaire dans la compréhension et l'analyse des propos tenus par mes différents interlocuteurs. Ces derniers recouraient régulièrement à des arguments rhétoriques reposant sur une supposée loi du marché. Dans le contexte africain, la lecture de l'ouvrage de Marc-Antoine Pérouse de Monclos intitulé État faible et sécurité privée en Afrique noire, l'ordre dans les coulisses de la périphérie mondiale se révèle également très utile, Pérouse de Monclos, 2008. S'appuyant sur des exemples nigérians et sud-africains, l'auteur décrit avec précision la fragmentation du champ de la sécurité intérieure à laquelle participent les entreprises de sécurité privée. À l'inverse des partisans de la vacuum theory, pour lesquels les mauvaises performances, voire l'absence de police, stimulent la sécurité privée suivant le principe des vases communicants, Pérouse de Monclos démontre dans quelle mesure la théorie du défaut d'État est réductrice, Shearing et Wood, 1997. Le boom économique du marché de la sécurité privée étant parfois concomitant à l'augmentation des effectifs de police. En effet, la présence accrue de policiers a pour conséquence l'inflation des plaintes et des procès-verbaux, laquelle peut déboucher sur l'emploi d'agents issus de sociétés de sécurité privée. L'auteur insiste également sur le chevauchement entre intérêts publics et privés. Même lorsqu'il est question de privatisation de la sécurité,
l'État n'est en réalité jamais absent, ne serait-ce que parce qu'il est le seul autorisé à délivrer des autorisations de port d'armes ou des licences de gardiennage. Dans la littérature anglo-saxonne, les débats se polarisent tout d'abord sur la question de la régulation. Dans son ouvrage, Sarah Percy témoigne de l'absence ou de l'inefficacité des législations nationales et internationales à réguler ou à réglementer les actions de sécurité privée, Percy 2006. Elle indique qu'un durcissement de la législation est nécessaire dans ce secteur en pleine expansion, qui demeure encore peu contrôlé, manque de transparence et dont il est difficile d'évaluer juridiquement la responsabilité. Une régulation efficace de ce secteur nécessiterait une législation nationale plus draconienne, mais également, du fait de la nature de plus en plus transnationale de ces entreprises, des engagements internationaux plus contraignants. L'auteur milite ainsi pour l'abandon d'une approche globale dite « one size fits all ». Elle suggère de la remplacer par un tissu de régulation qui s'adapterait aux différents services proposés par ces entreprises. Elle mentionne également que certaines sociétés de sécurité privée peuvent apporter leur soutien à ces projets de régulation. Réguler la sécurité, c'est aussi reconnaître et en quelque sorte, légitimer l'action de ces entreprises, elles-mêmes convaincues que de tels mécanismes de contrôle seraient finalement bénéfiques pour leurs propres activités. Cette dernière affirmation, si elle se vérifie dans le contexte et fait écho à certains comportements de mes interlocuteurs en France, ne reste toutefois guère applicable au cas d'études exposées ici. Les responsables de sociétés de gardiennage, interrogés à Dakar et à Abidjan, ne semblent pas disposés à contribuer à la régulation du secteur, dès lors que nombre d'entre eux ne respectent déjà pas les règlements en vigueur. De même, la diversité ainsi que le caractère souple de ces entreprises semblent intéresser l'État qui peut utiliser ces dernières comme des outils s'adaptant à ses besoins, comme cela sera vérifié en seconde partie. Ainsi, la régulation de la sécurité privée ne coïnciderait pas toujours avec les différents intérêts de l'État, ce qui expliquerait parfois son inaction. Un second débat se structure autour de la transnationalisation des acteurs de la sécurité privée. Au discours sur la privatisation, Rita Abrahamson et Michael Williams préfèrent le concept de Global Security Assemblage, Abrahamson et Williams, 2010. Selon eux, nous assistons à une fragmentation et à une diversification dans la fourniture des services de sécurité, shift from police to policing, ayant pour corollaire la formation d'entreprises mondiales de sécurité. Parallèlement à l'émergence de ces sociétés privées, nous sommes témoins du désassemblage de la sécurité fournie par l'État par la privatisation, la dérégulation et la libéralisation. Prises ensemble ces deux dynamiques, la globalisation de la sécurité privée et le désassemblage des États, conduisent à l'apparition d'assemblages globaux de sécurité. En conséquence, ces auteurs nous invitent à ne pas percevoir la privatisation de la sécurité comme un jeu à somme nulle dans lequel l'État serait passif, mais comme un processus de réassemblage au sein duquel l'État choisit de se repositionner. Le phénomène de privatisation de la sécurité ne témoigne donc pas d'une érosion de l'État, car celui-ci peut se trouver renforcé sur le plan économique et sécuritaire par le recours à des agents contractuels privés. À l'inverse, ce phénomène est plutôt symptomatique de sa transformation. Croisant de manière systématique des dynamiques de privatisation et de globalisation de la sécurité, cette approche est aujourd'hui dominante au sein des Private Security Studies. Elle est utilisée dans différents contextes, comme le montre la publication en 2017 d'un ouvrage centré sur des... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.